Bonjour, je suis très heureux de vous revoir et je suis très heureux également de recevoir Michel Guérin, qui est le co-auteur du livre La DST sur le front de la guerre froide. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre froide. C'est une période lointaine, mais qui revient d'une façon un peu différente à cause des relations très mauvaises avec la Russie, de la guerre en Ukraine. Donc on peut tirer peut-être des enseignements de ce qui s'est passé au moment de la guerre froide avec la situation actuelle. Alors, dites-nous quand a commencé l'existence de l'ADST? C'est après la guerre, au moment de la libération. Et quel est le but de l'ADST? Est-ce que c'est uniquement anti-soviétique? Non, pas du tout. Alors effectivement, le service a été créé donc, en 1944, à la fin de la guerre, avec en grande partie des gens qui étaient issus du BCRA, mais pas seulement. Il y avait également des policiers qui appartenaient à un contrôle général de l'assurance du territoire avant-guerre, mais qui a été dissous, bien entendu. Donc le premier directeur a été Roger Vibaud, qui lui-même donc venait du BCRA, et ce service a été créé pour faire du contre-espionnage. Bon, cela étant, les premières affaires sur lesquelles il a été engagé, ça a été les suites de la guerre, c'est-à-dire la recherche des collaborateurs et la recherche d'espions qu'auraient éventuellement laissé les nazis. D'ailleurs, ces affaires en termes génériques s'appellent les affaires liquides, pour liquidation, et donc cela, bien entendu, a occupé la DST dans ces premières années. Et puis très rapidement est arrivée la guerre d'Algérie, et donc la DST a été engagée contre le FLN? Contre le FLN, oui, bien sûr, et donc ça a bien occupé la DST pendant toute la durée de cette guerre. Elle faisait quand même du contre-espionnage, qui était sa matière première, j'allais dire pratiquement sa raison d'être, pas que, puisque contre-espionnage, c'est également un service de sécurité intérieure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été engagée lors de la guerre d'Algérie. Donc réellement, le gros travail sur le contre-espionnage a été fait à la fin de la guerre d'Algérie. Oui, alors à ce moment-là, la question la plus facile à vous poser, la plus évidente, c'est comment fait-on du contre-espionnage? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on repère les espions étrangers? Comment on repère les espions étrangers? Vous savez, le renseignement, il y a deux sources. Il n'y en a pas 36. Il y a deux sources principales, puis une troisième qui vient après. Et les deux sources principales, c'est petit 1, la coopération internationale. Voilà. Tout service de renseignement qui se respecte de par le monde coopère avec d'autres services qui font du renseignement étranger. Bon, bien entendu, s'il y a plusieurs services qui sont sur le sujet à l'intérieur d'un pays, coopèrent entre eux, ça va de soi, mais également, et beaucoup, avec des services étrangers. Donc ça, c'est une première source d'information. La deuxième source d'information, c'est ce qu'on appelle la source humaine, voilà, le traitement d'agents, ni plus ni moins. Et puis la troisième source, il faut quand même citer, c'est la technique. Les écoutes? Alors, entre autres, mais celles-ci n'interviennent qu'une fois que l'on sait ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on a déjà une information, qu'on a déjà un renseignement. Voilà, donc voilà comment on travaille et comment travaillent tous les services de par le monde et qui s'occupent du renseignement. Et la DST était-elle bien équipée pour lutter contre les espions communistes? Alors, malheureusement, au départ, la DST, lorsqu'elle a débuté, n'avait pas d'archives. Les archives avaient été détruites ou prises pendant la guerre, donc la DST a débuté sans archives, ce qui n'est quand même pas génial, on va dire, pour un service chargé de rechercher des criminels lorsqu'on est policier, à l'espèce, là c'était des contre-espions. Donc voilà, donc la réponse, elle était pas très bien équipée, non. Alors après, c'est venu petit à petit. Est-ce que ces services des blocs de l'Est avaient, eux, une supériorité numérique, une supériorité intellectuelle, connaissaient mieux les dossiers, étaient les services du bloc de l'Est ont commencé à travailler bien avant-guerre. Ouais. Vous savez, la Tchéka? Oui, bien sûr, la Tchéka, le NKVD. N'oubliez pas qu'une des affaires emblématiques de l'espionnage du XXe siècle, c'est les fameux 5 de Cambridge. Et les 5 de Cambridge ont été recrutés lorsqu'ils étaient étudiants, bien avant-guerre, dans les années 30, donc par les gens de NKVD. Donc ils avaient, j'allais dire, ils avaient quelques longueurs d'avance.
Et puis, c'est eux qui ont créé les illégaux, ces fameux illégaux qui font tellement fantasmer les gens, c'est-à-dire des officiers de renseignement qui sont implantés sous une identité totalement créée de toutes pièces et qui sont chargés donc de vivre dans le pays complètement incognito, sans aucun rapport avec l'ambassade ou les services officiels. Il y a une série américaine formidable qui s'appelle The Americans, qui montre parfaitement ce genre d'activité. Tout à fait. Et donc ces gens-là étaient en place déjà. Étaient en place pour des raisons historiques, parce que vous savez qu'à l'époque, l'Union soviétique n'avait pas de relations diplomatiques. N'avait pas d'ambassade. Donc il y avait ça. Et puis il y avait également le fait de se dire que s'il y avait une guerre, lorsqu'il y a une guerre, les légations, par essence diplomatiques, ont du mal à fonctionner. Et il y avait toujours dans le pays, dans les pays cibles, des gens qui pouvaient faire du renseignement. Oui. Alors vous êtes tenu à un devoir de réserve encore maintenant, mais vous pouvez, je pense, nous parler de quelques affaires importantes qui ont marqué votre carrière. Vous les citez dans votre livre. Oui. Alors peut-être que dans certaines, vous n'étiez pas vous directement mêlé, mais vos co-auteurs. Vous parlez du dossier Grouette, du réseau Maurice, du réseau Foucault. Oui. Bon, on va rentrer dans le détail parce que c'est pas tellement intéressant. Mais bon, si vous voulez, oui. Il y a l'affaire emblématique, bien entendu, qui est sans doute une des plus belles, si ce n'est la plus belle affaire de contre-espionnage qui a été faite au XXe siècle, c'est-à-dire l'affaire Farwell. Oui, alors ça vaut la peine peut-être là d'entrer un peu dans les détails, de nous dire ce que c'est exactement. L'affaire Farwell, c'est très simple. C'est un officier de renseignement donc, du KGB qui s'appelait Vetrov, qui avait été en poste en France, mais il était poste au Canada également en France, et puis un jour, il s'est retrouvé rappelé à sa centrale, c'est-à-dire à Moscou, dans un emploi qui ne lui convenait pas, enfin bon, pour tout un tas de raisons, parce que ce qu'on appelle les défecteurs, les défecteurs, les Américains appellent ça les walk-in, les gens qui rentrent dans l'ambassade pour proposer leur service, ces gens-là ont toujours une motivation. En général, il n'y a pas qu'une motivation, il y en a plusieurs. Bon, une des motivations, c'est un mal-être, un esprit de vengeance, parce qu'on considère qu'ils ont été maltraités, pas considéré que leur carrière s'est arrêtée, etc. L'histoire de l'espionnage est pleine de ce genre d'hommes. Par exemple, Petkonsky, celui qui a été surnommé l'espion qui a sauvé la paix. Parce que grâce aux informations qu'il avait données donc aux Anglais et aux Américains, ça avait permis au président Kennedy, lors de l'affaire des missiles de Cuba, de connaître exactement le dispositif des Soviétiques et leurs capacités. Voilà, c'est Penkovsky, donc, qui lui appartenait au GRU, donc le service militaire, de renseignement militaire soviétique à l'époque, qui avait donné ces informations. Alors Penkovsky comme Vetrov ont décidé de coopérer avec les services occidentaux parce que, bon, ils avaient... Petkonsky, c'est très simple. Petkonsky a été le plus jeune colonel de l'armée rouge. Oleg. Oui, Oleg, absolument. Oleg Petkonsky. Il avait une carrière somptueuse qui s'ouvrait à lui. Il avait des appuis, tout allait bien. Et puis un jour, patatrac, on a découvert que son père avait été un Russe blanc. Ah. Donc, sa carrière était terminée. Ce garçon, on a eu du dépit. Puis considéré, enfin ça c'est lui qui a dit que Khrouchtchev n'était quelqu'un de dangereux, il n'aimait pas du tout, enfin qu'on allait vers la guerre, donc il a décidé de coopérer. Voilà. Vetrov, c'est un peu ça. Alors Vetrov, lorsqu'il a décidé de coopérer, il a décidé de coopérer avec la DST. Parce que lorsqu'il était en poste en France, bon, il a eu des contacts indirects déjà avec les DST. Il écrit, enfin non, il n'écrit pas, mais il a dit, il nous a bien expliqué qu'il voulait coopérer avec la DST, qui n'est pas un service de renseignement offensif. On est bien d'accord. Donc il n'est pas normalement positionné ni dimensionné pour faire du renseignement à l'extérieur. Mais il a choisi la DST parce que nous avait-il dit, il savait que la DST n'était pas infiltrée. Bon. Donc,
ICOPA avec la DST, et surtout ce garçon qui travaillait dans la ligne X, c'est-à-dire du KGB, c'était la ligne qui s'occupait des renseignements scientifiques, technologiques, etc. Il nous a donné une somme de documents considérable, et c'est là que l'on découvre les dégâts causés par le renseignement soviétique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un déficit en matière technologique, technique, scientifique, etc., et que donc il vous faut rattraper ce retard, comment faites-vous? Eh bien, vous faites simplement, vous allez chercher l'information là où elle se trouve. C'est pas neuf, hein. Oui. Bon, Colbert a fait ça, Pierre Legrand, déjà à l'époque, avait fait ça. En 1868, lorsque débute l'ère Meiji, l'empereur de l'époque signe une charte, je ne sais plus exactement les termes, et dans lequel il est dit, il y a 5 articles, et un des articles, c'est on ira chercher à travers le monde le renseignement, la connaissance qui nous permettra de renforcer le pouvoir impérial. Tout est dit. Voilà. Et alors cet agent, comment avait-il pris contact avec la DST? Il n'a pas sonné en disant c'est moi? Oui, non, effectivement. Donc il a pris contact avec nous par... un intermédiaire? Un intermédiaire qui connaissait, et il savait qu'il était en contact avec nous, et les choses sont faites. Et la relation a duré combien de temps? La relation a duré plusieurs années. Jusqu'au jour où ça s'est arrêté, alors pour des raisons personnelles. Alors c'était quelqu'un de très particulier, c'est-à-dire il ne voulait pas qu'on assure une protection, une sécurité. C'est-à-dire que lui était suffisamment grand, c'était un professionnel, un grand professionnel, et qu'il n'avait pas besoin de... Ouais. Bon, que s'est-il passé alors? Alors que s'est-il passé? Apparemment un problème familial. Voilà, il avait une maîtresse, il s'est disputé avec elle, il y a l'intervention d'un garde qui l'a tué, voilà. Et donc il est tombé à cause de ça, mais pas à cause de la coopération avec nous. Ah. Voilà. Et ça, c'est venu plus tard. C'est-à-dire? C'est venu plus tard. Alors ça fait partie encore, vous savez, ce qu'il y a de bien, non, mais dans ce domaine-là, comme c'est un domaine éminemment secret, où parfois il y a des billards à 6 bandes, la vérité exacte, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Mais après, on a, des intimes convictions. Et alors, quelle est votre intime conviction? Alors, à l'espèce, il y a eu forcément, à un moment, une fuite qui est partie, on ne sait pas, d'autres services étrangers peut-être, et qui ont fait que, les soviétiques ont se matché. On dit que non seulement ce garçon, avait commis, donc était un criminel, mais qu'en plus, pire, j'allais dire, ça avait été un traître. Voilà. Et il a avoué? On ne sait pas, mais il a été tué, ça, très clairement. Il était condamné à mort? Oui, il a été condamné à mort, il a été tué. Voilà la fin de Vetrov, qui encore une fois est un garçon qui a toujours été sur, comme la plupart de ces gens-là, sur un film. Oui. Voilà. Mais les informations qu'il a données, c'est surtout ça qu'il faut retenir, ont démontré au monde occidental l'ampleur des désastres. C'est-à-dire que l'Union soviétique avait rattrapé une grande partie de son retard technologique grâce à l'espionnage. Par exemple, concrètement, je ne parle pas de l'avion qui ressemblait au Concorde. Konkorsky, Tupolev. Oui, non, mais on ne va pas dresser la liste. Il faut simplement savoir que le dossier Farwell a permis au président Mitterrand, à l'époque, d'être quelqu'un de plus fréquentable pour le président Reagan, c'est-à-dire lors de leur première entrevue. C'est-à-dire qu'il a expulsé un bon nombre de diplomates et autres agents soviétiques. Il est arrivé avec le dossier Farwell, que Marcel Chalet, donc le directeur de la DST de l'époque, lui avait remis, l'a donné à Reagan. Bon, Reagan,
voilà, il a balancé ça à Bill Casey, qui était un ami personnel et qui était chef de la CIA, en lui disant bah, Bill, regarde ça, hein, bon, voilà. Et puis Casey fait travailler ses équipes. On dit mais c'est incroyable. Ouais. Donc il a rendu compte à Reagan et là il s'est dit oui parce que bon, tout le monde a ça en tête. Mais lorsque le président Mitterrand se présente chez Reagan, enfin, c'était pas chez Reagan, c'était un G7, mais peu importe, il y avait dans son gouvernement des ministres communistes. Donc, il y a dans le gouvernement de Mitterrand. Ronald Reagan, ouais. qui était un anticommuniste viscéral, c'était quelque chose. Donc, il voyait l'arrivée de ce nouveau président français avec beaucoup de circonspection. Oui, donc ça a permis d'améliorer les relations tout à fait, absolument. Entre la France et les États-Unis, voilà. oui. Parce que le dossier était... Bon, les Américains s'en sont servis après. Hein, ils ont pu aussi exploiter... Oui, alors, ils ont pu exploiter ça. Ils ont fait en particulier ce qu'on appelle les opérations déception. C'est-à-dire que, connaissant les besoins de l'Union soviétique, eh ben, ils leur ont fourni ces besoins. Mais avec du matériel vicié. Oui. Donc, économiquement, c'était catastrophique aussi, hein, bon, évidemment, puisque, bon, ils ont obtenu du matériel, mais qui, passons l'expression, qui leur explosait à la figure, enfin, qui ne marchait pas, etc. Donc, voilà. Alors ça, ce genre de compétition technologique entre les grandes puissances, ça continue aujourd'hui. Bien sûr. Là, les Américains ont interdit l'exportation de certaines puces électroniques, de certains... Oui, bien sûr. À la Chine. La Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine, est aussi sous embargo. Et les services chinois et russes continuent cette recherche de pièces. Vous pensez que c'est une menace qui est tout aussi grave qu'à l'époque de l'Union soviétique ou plus grave encore? Alors, vous savez, la guerre froide, lorsque le mur est tombé, donc ça a été la fin de la guerre froide, certaines personnes, certains gens, bon, un tout petit peu naïfs, ont dit bah, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus d'espionnage. Quoi, hein, puisque, bon, la fin de l'histoire. Voilà, entre autres. Bon, c'est malheureuse personne, parce que vraiment, ils avaient tout faux. Mais déjà, à l'époque, nous, on disait non, ça va même être pire. Parce que il faut savoir que dans ce domaine, la compétition, singulièrement économique, technologique, ne cesse jamais. Hein. Dans ce milieu-là, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez que des alliés. Et des alliés conjoncturels. Bon, voilà. Et donc, la menace est devenue plus diffuse. Lorsque vous connaissez votre adversaire, bon, les choses sont claires, hein, bon, vous savez, et lorsque la menace peut venir, menace économique, j'entends, bien sûr, de tous les côtés, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une compétition qui n'a jamais cessé, qui s'est même amplifiée, et qui fait que, en termes technologiques, économiques, ce qu'on peut appeler la menace, eh bien, tout azimut. D'ailleurs, certains ont même employé le terme de guerre économique. Voilà. Oui. Quelle est la perception que vous avez aujourd'hui des menaces principales, sous l'angle de la DST, évidemment? Les menaces principales... Les terroristes islamiques oui, alors ça, j'allais dire, c'est autre chose. Hein. Là, on n'est plus tellement dans le contre-espionnage, on est dans le contre-terrorisme, qui est effectivement... Qui ne fait pas partie du domaine de la DST? Ah, mais bien sûr que oui. Ah bon? Ah, mais bien sûr que oui, bien sûr. Oui, tout à fait. La DST a la charge de découvrir, lutter, neutraliser toutes les menaces à l'encontre des intérêts français, des citoyens français, etc. Et bien entendu, là-dedans, il y a la menace terroriste. Et c'est pour ça que la DST, alors là on parlait du contre-espionnage, mais il faut savoir que dès les années 70, la France a commencé à être touchée par, à l'époque, ce qu'on appelait le terrorisme moderne, enfin bon, assez largement dépassé, un terrorisme multiforme. Parce que, en fait, la menace terroriste n'a jamais cessé. Dans les années 70, bon, souvenez-vous, il y a eu des attentats en France et au début des années 80 qui provenaient de groupes palestiniens, Abu Nidal, le FPLPOS de Wadi Haddad, enfin bon, voilà. Il y a même du terrorisme arménien, l'attentat d'Orly en 83. Je ne parle même pas du terrorisme interne, hein, bon, problème basque, corse, etc.
le terrorisme, ce qu'on appelait l'euroterrorisme d'action directe. Bon, tout ça, ce sont des formes dites terroristes différentes, mais ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé. En 85-86, il y a les attentats de Paris du Hezbollah. Et puis, dans le début des années 90, c'est le début de ce qu'on a appelé, alors au début c'était le terrorisme moudjahidine et puis djihadiste, enfin voilà, donc des terrorismes d'origine islamiste sunnite. Des milieux plus difficiles à infiltrer, oui, bien sûr. À surveiller. Bien sûr. Ouais, non, c'est plus compliqué. Et donc la DST est engagée sur ce domaine-là depuis le début. Et d'ailleurs, a pu éviter, en ce qui concerne les attentats d'origine islamiste, sunnite, les attentats de décembre 96, c'est l'attentat de Port-Royal jusqu'à la malheureuse affaire Mera. Enfin, la DSTL a disparu en 2007, mais enfin, évidemment, les choses ont continué avec la DCRI et puis après par la DGSI jusqu'en 2012. Donc, tous les attentats ont pu être évités grâce à l'action de la DST qui travaillait en étroite liaison, bien entendu, avec le parquet antiterroriste et les magistrats de la galerie Saint-Éloi. Mais quand vous dites ont pu être évités, est-ce que vous êtes un peu plus concret ? Oui, en 98, il y avait des attentats qui étaient en préparation pour la Coupe du Monde, puisqu'il y avait la Coupe du Monde de football en France. L'an 2000, pour le Millennium, il y a un attentat en préparation au marché de Strasbourg. Il y a une publicité qui ont été faites là-dessus. Voilà. Publicité à communication. Voilà, donc... Ça, c'était des indicateurs qui vous... Oui, des sources humaines qui nous avaient enseigné. Ces indicateurs que vous avez, est-ce que ce sont des gens qui sont employés régulièrement, ils sont rétribués? Comment est-ce que ça se passe? Non, pas du tout. Ils ne sont absolument pas rétribués. Ils peuvent effectivement donner des informations parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est une des motivations. Ouais. Ce n'est pas la seule. On a évoqué les cas de Vetrov et Penkovski tout à l'heure. Qui n'étaient pas payés. Qui n'étaient pas payés. Il y avait un esprit de vengeance qui voulait que, au-delà d'aspects, on va dire, idéologiques, parce qu'ils considéraient que l'Union soviétique avait pris un mauvais chemin et qu'il fallait arrêter tout ça. Les motivations peuvent être diverses. Alors, on a vu le problème d'ego. L'ego est extrêmement important là-dedans. Il y a des gens, effectivement, qui recherchent des avantages, qui va être des avantages en nature, par exemple, à obtenir une green card, tout simplement, ou avoir des avantages en espèces sonnantes et trébuchantes. Parfois, d'ailleurs, les motivations peuvent se combiner entre elles. Il y en a qui agissent par idéologie. On a parlé des 5 de Cambridge. Très clairement, ils avaient été recrutés parce qu'ils considéraient... que le communisme était l'avenir de l'humanité. Oui. Que seule, à l'époque, l'Union soviétique pouvait contrecarrer la montée du fascisme. Voilà, à l'époque. Donc là, plus précis. Là, on est dans l'idéologie. Parfois, c'est des gens qui estiment que par leur action, ils peuvent éviter, avec leurs petits bras musclés, ils se voient un peu dans l'habit de Superman. Il y a une affaire célèbre en France qui s'appelle l'affaire Georges Pack. Et Georges Pack, qui était un normalien, quelqu'un, et qui était un catholique convaincu, c'était pratiquant, lui considérait qu'il fallait rétablir l'équilibre pour éviter la guerre. Et c'est pour ça qu'il donnait des informations à l'époque à l'Union soviétique. Donc vous voyez, les motivations sont très différentes, peuvent être très différentes, parfois se combiner entre elles. Et voilà comment il y a des gens deviennent des agents de renseignement, c'est-à-dire qui donnent des informations au service de renseignement. Alors une dernière question, si vous permettez, parce que le temps tourne. Même si tout ce que vous dites est passionnant et ça mériterait beaucoup plus de temps. Et il y a un événement mondial qui va se produire en France dans 2 ans, c'est les Jeux Olympiques, enfin en principe. Et à la DST, on se prépare pour ce genre d'événement, on est en alerte, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Alors la DST n'existe plus, mais la DGSI, oui. DGSI. Bien sûr, oui. Je ne suis plus dans les secrets, mais c'est une évidence que la DGSI est totalement engagée dans la recherche d'informations pour assurer la sécurité de ces Jeux Olympiques. Et alors quel rapport entre DGSI et DGSE?
Alors, les rapports, un, c'est extérieur, l'autre, c'est intérieur. Mais Ah oui, non, il y a des rapports... il n'y a pas un mur entre les deux. Non. C'est au contraire... on ne veut pas refaire l'histoire. Ouais. Il y a eu effectivement des périodes où les Oui. relations étaient un peu difficiles. C'est plus du tout le cas maintenant. Il y a une vraie communauté de renseignement qui s'est créée en France. Et singulièrement entre les deux plus gros services, c'est-à-dire DGSE et DGSI, les liens sont constants et quotidiens. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Michel Guérin, d'avoir participé à cette émission. Je recommande donc la lecture de votre livre qui paraît aux éditions Mareuil, La DST sur le front de la guerre froide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission.